Reco. Audio 2096. Bonjour à toutes et à tous, Yannick Berger pour Calreco et pour un nouvel épisode aujourd'hui. Après notre excursion chez les transhumanistes, une excursion enrichissante, mais quand même un peu flippante, une excursion qui a néanmoins le mérite de nous prévenir de ce qui pourrait advenir, et par la même occasion de nous donner à réfléchir sur la manière de réagir à notre niveau, si l'on n'a pas envie d'entrer dans le monde merveilleux des post-humains. Aujourd'hui, c'est du côté de la poésie, de la musique, que nous faisons une petite pause bien méritée. Car s'il y a une manière évidente et facile de se connecter à plus grand que nous, c'est bien par la musique. Enfin, pas toutes les musiques, je parle de celle qui vient du cœur, qu'il s'agisse de la composer ou de l'écouter, elle permet souvent de se connecter à plus grand. Nous avons rencontré cet été Wendy Martinez, dont l'album est sorti cette année. Un album qui fait plus qu'effleurer les thèmes récurrents de ce podcast. Car oui, pour ceux qui découvrent Calreco, c'est un podcast, mais pas que. C'est aussi une fiction et un album musical et un spectacle en cours de création. Je suis en train de travailler dessus. Ça fait un moment déjà, mais c'est long. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit donc en l'an 2096. Et le futur, donc, il en est question dans cet album de Wendy Martinez. C'est pour cette raison et d'autres également que nous lui avons proposé cette entrevue. Nous avons échangé sur son art, mais pas que. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais me la jouer journaliste un peu branleur. Je ne suis pas journaliste, vous vous en doutez. Je n'irai même pas jusqu'à dire que c'est un pléonasme, journaliste branleur, bien qu'ils soient nombreux à recycler les dépêches de l'AFP ou les dépêches d'autres sources sans les vérifier, mais je vais faire comme certains, je vais vous lire la mini-bio de Wendy Martinez. C'est pas qu'une question de flemme, cette bio résume bien l'artiste. Alors, ouvrez les guillemets, Wendy Martinez revisite la pop et le rock des années 70-80 pour y chanter le monde au 4e millénaire, l'amour cosmique, les femmes fortes ou la religion des écrans par voix profonde. Sur scène, vieux clavier, basse langoureuse, 60s, 70s, batterie trans, cœur d'ange porte ses textes vivaces et épiques. Fermez les guillemets. Et pour aller plus loin dans cette présentation, et avant même que nous débutions la conversation avec Wendy, je vous propose d'écouter un extrait de cet album intitulé « Rivage du monde flottant ». J'ai choisi un titre dont le thème est abordé très régulièrement sur Calreco. Nous avons avec Wendy cet intérêt en commun pour le futur, alors je vous propose tout de suite, dans vos oreilles, le titre « Métaverse ». Rejoins-moi ce soir au métaverse, je ne peux pas te voir en vrai. Dehors tu le sais, gronde la versée, je suis trop fatigué. Rejoins-moi ce soir au métaverse, je ne peux pas te voir en vrai. Dehors tu le sais, gronde la versée, je suis trop fatigué. Branche ton casque, tes gants tactiles, allume-le, monde d'en haut, mon avatar sera le corbeau, je t'attends dans la zone zéro. Tu m'as attendu au métaverse, mais je n'étais pas là. J'attendais que quelque chose me traverse sans savoir vraiment quoi.
Branchez mes yeux, enfilez ma peau, allumez-le, monde in vivo. Mes avatars étaient tous mes mois, tous les visages de ma mémoire. Rejoins-moi ce soir, emmène ta vie, je veux te voir en vrai. Dehors tu le sais, assester la versée, je ne suis plus fatiguée. Rejoins-moi ce soir, emmène ta vie, je veux te voir en vrai. Dehors tu le sais, assester la versée, je ne suis plus fatiguée. Branche tes yeux, enfile ta peau, allume-le, monde in vivo. Les âmes s'augmentent sans métaverse. L'âme ultime, c'est l'univers. Branche tes yeux, enfile ta peau, allume-le, monde in vivo. Les âmes s'augmentent sans métaverse. L'âme ultime, c'est l'univers. 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 Métaverse, Wendy Martinez, extrait de son album sorti cette année en 2023. Alors je vous l'avais bien dit, on est en terrain connu. Intelligence artificielle, écran et métaverse, on connaît bien ici. Passionnant, flippant à la fois. Bon, maintenant qu'on peut lancer la discussion, je vous propose qu'on découvre qui se cache derrière Wendy Martinez, la musicienne. Je suis donc Wendy Martinez, une auteure, compositrice, interprète basée autour de Lyon. Je suis à Lyon depuis environ 20 ans et ça fait quelques années maintenant que j'ai un groupe de pop rétro-futuriste, j'appelle ça comme ça, depuis environ 4 ans. Et là, on vient de sortir un deuxième disque, c'est-à-dire le premier album. 2 chansons, donc avec une couleur un petit peu 60-70, des textes en français, basse, guitare, batterie, clavier et voix. J'ai cru comprendre que le passé de musicienne de Wendy allait au-delà de ce projet. On parle un peu de son parcours, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, ouais. Moi, je suis autodidacte à la base, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où il y avait pas mal de musique, donc j'ai commencé à chanter assez rapidement. J'ai écouté beaucoup de choses et j'ai commencé à chanter très très vite. Et j'ai commencé la musique avec le métal, en criant dans des groupes de métal, voilà. Et puis après, j'ai fait des musiques un peu plus douces, piano-voix, un peu texte surréaliste, très étrange. Et après, je suis revenue vers la pop et le rock. J'ai eu pendant longtemps un projet qui s'appelait Bye Bye Dubai, un projet de pop avec plein de claviers. Et puis, j'ai rejoint le groupe Gloria, un groupe psyché girl group à 3 chanteuses et 3 musiciens avec nous. Et je pense que ça m'a donné envie, en tout cas, d'aller vers un groupe à nouveau. Je faisais beaucoup des trucs avec des boîtes à rythme et des choses très réglées, très métronomiques. Et j'ai eu envie que ça bouge et que ça évolue dans la dynamique. Voilà, donc un parcours assez autodidacte et avec plein d'expériences de groupe différentes, jusqu'à ce projet de composition sous mon nom. Rétrofuturisme, c'est la définition, il me semble, que Wendy donnait de sa musique. Ça me fait penser à R, le groupe de Jean-Benoît Dunkel et Nicolas Godin. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça implique dans la manière de réaliser un album ? Les choix de production, les choix de timbre, d'instruments. Est-ce que dans ce cadre, on parle de la direction musicale, ou des textes, ou des deux ? Ouais, c'est un peu une sorte de
jeu de mots entre le fait que ce soit rétro, la musique tout simplement, et que j'aborde beaucoup des thèmes futuristes parce que j'adore ça. J'adore essayer de trouver des sortes de petites échappées dans le futur, de comment on sera plus tard. Pas que, je parle aussi du présent, je parle aussi du passé très lointain et de thèmes mythologiques qui me tiennent à cœur. Mais voilà, c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil entre le côté rétro de la musique et futuriste des textes. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste un peu sur la musique. Pour une fois qu'on a une artiste avec nous, on va en profiter. Ensuite, on abordera les thèmes chers à Calreco, un peu plus philosophiques. On va parler de l'album. Donc, cet album, alors, il est produit par qui? Il est composé et écrit de quelle façon? Dans quel studio? Voilà, c'est ça que je veux savoir. En fait, depuis le premier EP qui est sorti en mars 2021, je suis avec un label qui est très très cool et que je tiens à saluer bien bas ici, qui s'appelle Belka, et qui m'a aidé donc déjà à sortir le premier disque et à lever les fonds aussi pour travailler sur celui-là. D'un point de vue enregistrement, j'ai pu faire mes pré-productions très bien, mes compositions et tout, de la manière dont je le voulais. Il m'a servi aussi à payer la réalisation des 2 clips que j'ai réalisés moi-même, qui sont sortis il y a peu aussi, un film en noir et blanc 16 mm et puis un clip un peu dessin animé psychédélique. Donc il y a ce premier label Belka, il y a aussi un autre label qui est en Suisse qui s'appelle le Pop Club Records, qui est plutôt un label vraiment typé 60-70, donc ça nous va très très bien, et puis il est vraiment super. Et après, on a travaillé avec l'ingé son avec qui on bosse en live, qui s'appelle Matteo Fabri, et qui nous a enregistré à Beaujeu. Donc c'est un peu comme ici, c'est une sorte de grande maison magnifique qu'il a réinvesti en studio. Donc on a bossé pendant plusieurs jours dans cette maison-là pour enregistrer déjà les instruments principaux, ensuite la voix, et puis moi après j'ai fait une démarche un peu solitaire d'aller chercher tous les autres instruments qui me faisaient envie. J'avais très très envie de cordes et d'arrangements beaucoup plus orchestrés en fait sur ce disque, donc j'ai cherché un peu partout des gens qui pourraient m'aider. J'ai notamment enregistré les 2 chanteuses de Gloria qui m'ont fait des chœurs magnifiques tout le long, c'est trop beau. J'ai trouvé une corniste, j'ai appris ce terme-là. J'ai trouvé un oboïste, j'ai trouvé un bassoniste qui ont bien voulu enregistrer aussi sur le disque. Une section de cordes également sur le titre Catutu, donc ça c'était un peu plus un puzzle en fait que j'ai fait. Et voilà, que dire d'autre? On n'a pas encore de booker, mais on est plutôt bien, en tout cas, référencé dans le coin. On a beaucoup bossé avec l'épicerie moderne pour faire plein de résidences. Donc on a quand même un bon lien avec la région qui nous soutient pour ce disque. L'album de Wendy Martinez m'a ramené à l'enfance, dans la voiture de mon grand-père, qui écoutait Dalida, mais aussi Richard Anthony ou Marie Laforêt. On entend aussi Gainsbourg, 60s, 70s, très riche, avec des textes poétiques, un peu mystiques ou SF. Un mélange qui, je trouve, donne une vraie identité au projet de Wendy. Léo Ferré l'a fait lui-même. Moi aussi, je trouve qu'il avait vachement de trucs. Ouais, sur les derniers disques, il a vraiment fait des sortes de longues plages de prose parlée magnifiques sur des grandes sections très orchestrées, avec toujours cette basse aussi. Il avait cette basse très anglaise, cette batterie très anglaise aussi, et où il déroule en fait tout un monde aussi. Je sais pas s'il parle dans 1000 ans. Il me semble que dans un texte, ça apparaît dans 1000 ans. Il se projette bien aussi dans le futur. Donc il me semble que c'est finalement aussi les années 70 ont aussi apporté une sorte d'élan vers autre chose, vers un autre monde. Et il me semble qu'il y a eu des libertés dans les textes qui étaient assez dingues. On les connaît pas forcément en français, mais en anglais, il y a eu beaucoup de trucs très très psychédéliques, très très fous, qui font du bien en fait à l'écriture aussi. Le fait d'imaginer vraiment d'autres mondes. Je pense à Pink Floyd, The Wall, etc. Mais je pense que c'est toute une période qui a favorisé le fait d'imaginer le futur, de le rêver très fort. La musique psychédélique des 70s est liée à la consommation d'antéogènes, LSD, Magic Mushroom, et une partie des futurs transhumanistes, Timothy Leary en tête, sont issus de la contre-culture américaine. Timothy Leary, écrivain, auteur et chantre du LSD, qui découvre l'informatique et développe une vision du futur et de l'humanité qu'on peut déjà, à ce moment-là, qualifier de transhumaniste. Il doit donc y avoir un lien entre LSD, musique des 70s et science-fiction. Moi, ça me fait penser à Huxley, qui a écrit Les Portes de la Perception dans un même cadre que toi. Je sais plus ce qu'il avait pris, c'était pas de la mescaline ou un truc comme ça.
Et c'était vraiment, et c'est quand même le roi de la SF qui a imaginé des trucs extraordinaires, et il s'est prêté à cette expérience de voir aussi plus loin, plus grand que soi. Donc je pense que ça permet aussi des visions autour du futur et aussi peut-être du passé, de leçons qu'on tire sur le monde dans lequel on vit. Je vois juste qu'en tout cas, il y a beaucoup de groupes, tu vois, SF Sorrow, il y a eu pas mal d'albums concept très, très barrés qui parlaient vraiment du futur et où il me semble, enfin je pense même, c'est con, mais je pense aussi à David Bowie qui a pu imaginer aussi plein de choses assez folles, qui a pu essayer d'être plus moderne que les modernes, d'aller beaucoup plus loin. Donc moi, je les relis forcément. Je pense que c'est une sorte d'esthétique qui peut se relier à un discours, en fait. On va parler cuisine un petit peu. Je suis musicien, je suis même plus compositeur et auteur que musicien, car il n'y a pas vraiment d'instrument que je maîtrise à fond, si tant est que ce soit possible. Ce qui m'intéresse, moi, c'est construire un morceau, et naturellement, j'ai voulu savoir comment Wendy s'y prend. La musique d'abord, ou les textes, ou les deux en même temps, l'inspiration, comment ça marche pour toi, le processus créatif, Wendy ? Pour composer, c'est ce que je dis souvent, je suis quelqu'un qui marmonne beaucoup, peut-être pour pallier un stress, ou quand je suis assez pressée, je vais vraiment beaucoup marmonner. Et à ce moment-là, me viennent parfois des mélodies que j'ai l'impression d'avoir jamais marmonnées encore. Donc, je saisis mon téléphone, je les enregistre. Donc, ça part souvent de ça, plutôt une sorte de mélodie. Et cette mélodie, elle peut aussi être générée par quelque chose qui m'a fait écho dans la journée. Ça va être, très souvent, c'est des émissions de radio. Je suis assez sensible à la radio, à ce qui se passe justement dans le monde, ou d'autres documentaires que je vais écouter sur des artistes, sur des auteurs, etc. Et donc, assez rapidement, je vais avoir cette mélodie qui se superpose à une idée de texte, ou en tout cas une vision de monde. Par exemple, le pays imaginaire, je savais que j'avais besoin de parler d'un monde absolument parfait, extrêmement naïf, extrêmement New Age, avec des personnages bleus au 4e millénaire. Et je savais que j'avais besoin de parler de ça parce que j'avais entendu à la radio encore une histoire de migrants qui se noyaient, et que ça me fait pleurer, en fait. Donc ma réaction a été de marmonner immédiatement un truc, et directement aussi d'avoir cette idée conductrice de « Ok, j'ai envie et besoin de parler du monde, je peux pas en parler tel qu'il est, parce qu'on sait tous, en fait, comment est-ce qu'il est, et que j'apprendrai rien à personne, et qu'au pire, je nous culpabiliserai tous, et je nous ferai porter un poids sur les épaules qui est déjà trop lourd pour beaucoup d'éco-anxieux, ou de politico-anxieux. » Donc voilà, j'ai eu envie de renverser ça. Donc très souvent, voilà, ça va être une sorte... Après, ça peut être aussi, tu vois, par exemple, sur le pays imaginaire, je sais que j'avais envie de quelque chose de rapide. Je compose sur des choses assez lentes et langoureuses parfois. Et je sais que là, c'est quelque chose que j'ai aussi en moi, un truc assez nerveux. J'avais envie de quelque chose de rapide, donc c'est aussi venu dans ce sens. Il y a à la fois l'esthétique, la mélodie et le texte qui sont accolés au truc. Puis des fois, ça va être complètement une autre démarche, parce que sur Catutu, par exemple, qui me fait penser, on parlait de Léo Ferré tout à l'heure, mais qui me fait, non pas que je me compare à lui, mais juste, il s'est autorisé à faire des grandes chansons avec de la longue prose comme ça pendant plusieurs minutes. Je pense à notamment Il n'y a plus rien et toutes ces pièces qui sont assez magistrales. Et ce long texte, moi je l'avais écrit dans un carnet de manière hyper brute, semi-automatique. Et après ça, j'ai eu besoin de le mettre en musique, donc j'ai dû chercher quel était l'arrangement ultime derrière. Donc j'ai vraiment composé comme une musique orchestrale, en fait, cinématographique. C'est vraiment, nous on l'appelle en plus quand on le répète, le passage cinématographique. J'ai dû essayer de construire quelque chose qui oscillait entre un truc extrêmement dramatique, qui s'ouvrait vers quelque chose de solaire, donc qui était assez illustratif de ce que j'écrivais aussi. Voilà, donc là, il y avait le texte vraiment avant. Et puis des fois, ça va être des petites ritournelles de textes qui me viennent toutes seules. Je pense notamment à Le Grand Soir. Au début, je fais ta da da da, entendez-vous le son des balles qui frôlent ma joue, et ta da 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 da. C'était une sorte de petite ritournelle dans la tête que j'avais depuis longtemps, et j'avais mis déjà ces mots-là, et je savais pas où ils allaient m'emmener. Donc j'avais déjà, pour le coup, la mélodie et le texte surexposés. Et je suis partie de cette imbrication-là qui m'a ensuite... ça a été vraiment pratique parce que j'avais rencontré une amie, bref, qui me parlait de ses problèmes de précarité. Donc ça s'est complètement déroulé assez simplement ensuite.
découvert, je suis à découvert dans la foule. Entendez-vous le son des larmes qui coulent sur ma joue? Découvert, je suis à découvert et je cours. Entendez-vous le son des balles qui frôlent ma joue? Non, je n'ai pas eu de quoi vivre sans avoir peur. Mais j'ai encore au cœur une joie qui me rend libre, je crois. Non, je n'ai pas eu de quoi fatigue ou l'on se croit fou. Épuisé, je m'en vais épuisé, mais je bouge d'une force vive qui fait que j'y retourne toujours debout. Car demain sera plus grand que ça. Oui, demain sera plus vaste que tout ça. Oui, ma mère. Mais déjà, regarde là-bas, poindre l'aube sur nos misères. Et moi, j'aurais connu ton amour de mer qui vaut si cher, Oui, demain soir, le ciel flambera. Et l'incendie fleurira dans la cité d'en bas. Oh, toi qui veilles les morts, toi qui essuies leur front. Oh, toi qui apaises les vivants, qui les appelle par leur nom. Il viendra pour toi le grand soir où, couronné de laurier, tu porteras ta victoire dans tes bras fatigués. C'est assez étonnant d'avoir cette idée de mélodie en tête, comme ça, sans support harmonique. Moi, je fonctionne différemment avec des idées de mélodie, bien sûr, mais ces idées viennent toujours s'enchevêtrer avec des accords de guitare ou de piano. La mélodie toute seule, ça ne me suffit pas pour savoir si l'idée est bonne. Il semble que Wendy ait en tête, elle, très vite, les arrangements et la base harmonique qui va venir supporter la mélodie et construire la chanson. En fait, c'est extrêmement, c'est assez rapide. Si j'ai le temps créatif assez libre et vide pour le saisir, ça peut aller super vite. C'est-à-dire que, en fait, j'entends une première mélodie
Et c'est pour ça qu'il me faudrait à nouveau... Avant, j'avais sur mon téléphone GarageBand. C'était vraiment super. Je pouvais vraiment superposer toutes mes voix directement dessus. Mais là, je peux plus. Donc, je suis obligée de chanter la première mélodie. Et après, je fais basse. Et je fais dou-dou-dou-dou-dou-dou. Donc, je chante ma basse. Après, je chante la batterie, telle que je l'entends. Après, je réécoute plusieurs fois. Et en fait, ça travaille tout seul. C'est-à-dire que je suis tellement en train de le marmonner en boucle, ce truc, qu'à un moment, j'entends une autre mélodie qui est une harmonisation. Et après, ce que je suis en train de comprendre maintenant, c'est que par contre, la première mélodie qui me vient n'est pas forcément celle de la voix. Et je suis en train de le comprendre maintenant. Parce que du coup, ça me faisait faire des trucs super tricky à la voix et vraiment avec plein de notes dans tous les sens. Et en fait, je suis en train de comprendre maintenant que peut-être que cette mélodie que j'entends, ça peut être juste une ligne de clavier et que ma voix peut être calée, monotone, monocorde dessus aussi sans problème. Donc maintenant, je suis en train de redéfinir un peu les rôles dans ce que j'entends. Et voilà. Et après, une fois que j'ai toutes ces mélodies-là sur mon téléphone, j'ouvre Cubase. Moi, je bosse sur Cubase. Pardon. J'ouvre mon petit clavier MIDI, parce que moi, je sais pas écrire la musique, je sais pas la lire non plus. Et j'essaie de retrouver à l'oreille mes petites mélodies. Déjà, je prends le tempo, j'essaie de trouver le bon tempo, le bon rythme. Hop, des fois je me cale j'ai des petites boucles de batterie vintage que j'aime beaucoup sur Contact. Il y a des super drums très très bien. Et voilà, donc je case cette base-là, j'essaie de mettre la basse comme je peux, et après je rajoute couche par couche, et souvent j'en ai trop, j'ai beaucoup trop de couches. J'ai tendance à composer trop chargé. Donc là, c'était bien parce que l'ingé son avec qui j'ai bossé, il m'a dit « Wendy, coupe un peu. Ose enlever un petit peu et tu verras que c'est pas mal aussi. » Il y a certains moments où j'ai réalisé que c'était chouette, d'autres fois où je me suis battue avec cette envie d'orchestre, en fait, des fois, même si je viens pas de la musique classique du tout. C'est des envies de que toutes ces voix puissent s'harmoniser au sein d'une chanson ou apparaître à un moment ou à un autre. Oui, la difficulté, c'est de choisir. Parfois, quand on a pléthore d'idées, on a tendance à vouloir les utiliser toutes et les faire rentrer au chausse-pied. On peut mettre du temps à savoir épurer, laisser de l'espace et de la respiration pour que chaque timbre, chaque voix prenne sa juste place. C'est pas toujours facile. Notamment, moi, il y a un truc, c'est sur les voix, je réalisais que comme j'utilisais souvent cette première mélodie primordiale qui me venait, j'avais aucun temps de respiration. Et maintenant, j'ai compris que j'adorais dans la chanson qu'il y ait des vrais calages de micro-temps de chant et un vrai temps où c'est l'instrumentation qui prend le pas et ensuite la voix revient. Et il y a une sorte de question-réponse. Donc, je comprends ça aussi maintenant. Et en même temps, j'aime bien aussi quand ça reste parfois chargé à la voix. Léo Ferré, il s'arrête jamais, quoi. Avec le temps. Avec le temps, c'est en continu. Il débaroule tout son truc en continu. C'est presque des exercices de style qui débaroulent. Ou des fois, ça va être d'autres chansons où c'est ça qui était comme ça et c'est ça. Il va avoir une même formule d'accroche initiale et il va juste dérouler un texte infini dessus sans respirer. Donc j'aime bien aussi ça. Vous le savez peut-être, quand on est artiste, je veux dire quand un seul projet artistique ne nous suffit pas pour gagner notre vie, comme, je sais pas moi, Angèle ou Vianney, par exemple. Eh bien, quand on n'a pas assez d'heures, enfin, quand un projet ne nous permet pas de faire assez d'heures pour renouveler notre statut d'intermittent, eh bien, il faut diversifier notre activité artistique. C'est mon cas. Moi, j'adorerais travailler uniquement sur Calreco, mais pour le moment, ce projet me rapporte 0 € et 0 cachet, donc je suis obligé, et c'est aussi très bien, hein, très chouette, de travailler sur d'autres projets. En l'occurrence, moi, je bosse pour le spectacle vivant en tant que compositeur, ça m'arrive régulièrement, ou aussi en tant que guitariste et ou chanteur sur d'autres projets live. Ça m'arrive aussi beaucoup, et voilà, c'est très bien, ça permet de faire des choses sympathique également, mais ça empêche parfois de pouvoir se concentrer pendant un long moment sur un projet. Et voilà, ça peut être problématique. En tout cas, j'ai demandé à Wendy comment elle fonctionnait, comment elle organise son temps avec ces diverses activités artistiques. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Alors là, cette année, j'ai quand même la chance d'avoir surtout fait ce projet-là. Donc je suis assez chanceuse. Mais ce projet-là, j'ai pu le décliner avec plein de groupes différents. Donc avec l'épicerie moderne, on a monté un projet qui était assez fou parce que quand on écrit un projet, tu le sais bien, on part sur un rêve en fait, qui n'existe pas, un truc complètement virtuel.
Et maintenant, je suis après la réalisation de ce projet. On a réussi. En fait, on a voulu faire le thème du pays imaginaire avec un public de personnes handicapées, donc d'un foyer magnifique qui s'appelle l'Escale à Fézin, avec 2 groupes de collégiens de 3e du lycée Mistral et des personnes du CHRS de Fézin, donc un centre d'hébergement d'urgence. Et donc, chaque groupe devait trouver son propre pays imaginaire, donc sa propre utopie. J'étais en mode pas de dystopie. C'est obligatoire, on doit chercher quelque chose qui va bien. Vous êtes au 5e, au 6e, au 7e, c'est complètement fou. On a muté avec des animaux, on est devenus végétaux, on est transparent, j'en sais rien, ce qu'on veut, mais vraiment on imagine quelque chose de totalement poétique et fou. Et voilà, et donc on avait très peu de séances parfois, et on a réussi à le faire, et c'était vraiment canon de voir justement tous ces futurs qui ont émergé. Même les gamins, ils ont trouvé des choses assez douces, en fait, parce que c'est des enfants qui écoutent beaucoup de hip-hop, de trucs assez, parfois assez violents. On a essayé de décortiquer avec eux ce qu'ils écoutaient. Il y a beaucoup de trucs qui parlent d'overdose, comment je peux le dire, d'avoir plein de petites copines, de faire l'amour beaucoup. Et je leur demandais si c'était leur idéal à eux, si c'était ce qu'ils souhaitaient à leurs enfants et petits-enfants. Et tous m'ont répondu non. Pas du tout. En fait, on cherche autre chose. Donc, on a réfléchi à comment le monde allait évoluer. Ok, monter des eaux, qu'est-ce qu'on fait? On devient des hommes poissons. Carrément, on mute, pas de problème. On peut respirer sous l'eau, super. Après, on peut voler grâce à un bracelet anti-gravité. Ils ont tous trouvé des idées, mais trop géniales. Donc, il y avait des sortes de balais dans l'air. On pouvait faire des sortes de compétitions de vol magnifiques. Trop classe. Avec les personnes handicapées, ça s'est plus tramé autour du sonore. Parce qu'en fait, il y avait très très peu de personnes qui pouvaient vraiment dérouler une pensée, pouvoir l'exprimer par l'oralité. Donc on a fait des sons et des souffles. Donc on est parti d'une sorte de cité où il y a beaucoup de blablabla, beaucoup de gens qui parlent. Après, il y a plein de bruits de voitures dans tous les sens. Et après, on arrive, il y a d'abord un immense orage, donc on fait les bruits de l'orage. Après, on a fait les bruits du vent, du soleil, on part se baigner et à la fin, on chante. On fait un la et juste l'humanité se met à chanter. Aussi simple que ça. Vraiment beau. Et le CHRS aussi a fait un truc magnifique. Donc voilà, en tout cas, moi j'adore ça. Si je devais un jour arrêter la musique de manière, interprète sur scène, j'aimerais vraiment garder cette casquette-là de faire de la musique pour des gens, avec des gens. Je l'ai beaucoup fait avec plein de publics, d'abord avec des personnes âgées, parce que j'étais moi-même auxiliaire de vie pour personnes âgées pendant 5 ans, et du coup ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens avec qui je pouvais faire des chœurs, et ça m'a conduite à des rencontres assez folles, et on m'a donné l'opportunité de bosser pour des personnes qui souffraient vraiment de démence, Alzheimer, Parkinson, très très fort, et où j'ai constaté le pouvoir de la musique. Je crois que j'avais jamais compris avant à quel point c'était fort. C'est-à-dire qu'on m'a présenté des gens dont on me disait qu'ils pourraient pas parler, qu'ils pourraient pas communiquer avec moi, qu'ils étaient comme des légumes quasiment. Enfin, vraiment, on me les présentait en disant « Madame Machin, vous en obtiendrez rien, c'est pas possible ». Et Madame Machin, au moment du cercle de chansons, elle se réveille de son sommeil et elle se met à nous chanter une chanson qu'elle écoutait quand elle était petite. Ou il y en a d'autres où tu fais écouter une musique classique un peu forte et elle se réveille et d'un coup elle ressort son traumatisme des bottes des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait ressortir des trucs hallucinants, ou du traumatisme de sa mère qui l'a tapé avec un truc pour enlever la poussière des tapis. Donc j'ai compris, ou une autre dame qui paraissait assez violente et qui s'est mise à pleurer quand je lui ai fait écouter une pièce de Satie au piano, parce que j'avais appris qu'elle avait fait du piano. Donc elle se met à verser une énorme larme et elle me dit merci alors qu'elle n'avait pas prononcé un mot depuis je sais pas combien de temps en fait. Et je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui dépasse tout, en fait. Et il faut que je continue, moi, de le pratiquer, parce que les musiciens, je pense, c'est toujours un peu thérapeutique pour soi aussi, qu'on se déchaîne dans des groupes quand on est gamin, qu'on commence à en faire avec les autres. Mais après, de pouvoir partager ça à d'autres personnes qui sont pas forcément habituées à en faire, je trouve ça merveilleux. Oui, mais la musique, l'art en général, c'est thérapeutique. Alors je vais vous dire un secret, surtout n'allez pas le raconter aux zététiciens rationalistes de la tronche en biais. Ils ont déjà du mal avec la psychanalyse et l'ostéopathie, alors pour l'art-thérapie, je pense qu'ils nous dénonceraient illico à la midvitude pour dérive sectaire. Donc oui, le pouvoir guérisseur de l'art existe, j'en suis persuadé, et Wendy apparemment a pu mesurer cela à une époque de sa vie.
Moi, j'étais auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, c'est clairement les personnes qui s'occupent des gens et qui font le ménage chez eux, qui les changent, qui les nettoient, qui les font sortir, qui discutent avec eux, qui passent un moment. C'est vraiment tout ce côté pratico-pratique, de faire que la personne se sente bien, puisse aller dehors, voilà, changer les couches aussi, c'est un peu ça. Et comme j'ai aimé quand même faire ça, même si c'est extrêmement dur, je trouve, c'est pas facile de côtoyer la mort. Enfin, on voit vraiment des gens qui vont mourir et qui meurent au cours de notre travail, en fait. Et en fait, j'ai tellement aimé ça que par hasard, il y avait la directrice d'une résidence dans laquelle je bossais qui m'a dit « Je cherche une chef de chœur pour mes papis-mamies ». J'ai dit « C'est moi, absolument, il faut que ce soit moi ». Donc j'ai commencé à bosser comme ça. Et après, j'ai rencontré une nana, mais de manière complètement hasardeuse. Il y avait l'orage et je me suis réfugiée dans sa galerie. Elle était plasticienne et on commence à raconter nos vies. Et elle me dit qu'elle est art-thérapeute, elle entend mon histoire avec les chœurs pour personnes âgées, elle me dit « Ok, c'est toi qui me remplaces pendant mon congé maternité, sauf que je sais bien que tu n'as pas le diplôme d'art-thérapeute, mais je vais te faire passer quand même. » Et moi, il faut dire que depuis mes 16-17 ans, je collectionne tous les trucs autour de l'art-thérapie parce que ça me passionne et que je trouve que c'est un truc psychiatriquement qui devrait être vraiment, mais totalement développé. Et je pense que ça l'est de plus en plus. Je trouve ça vraiment génial. Donc j'avais tout un classeur déjà plein de trucs sur l'art-thérapie, sur le rapport au corps aussi, le souffle, le bien-être dans tous les sens, la danse, qu'est-ce que ça peut apporter, quelques exercices d'assouplissement, comment on se chauffe la voix, comment ça résonne. Donc, et puis je me suis nourrie, j'ai lu plein de trucs. Donc en vrai, j'ai pas fait la formation, mais j'avais déjà plein de bagages et surtout j'avais travaillé au contact direct de gens qui souffraient et j'avais pas peur de voir quelqu'un qui vomissait, quelqu'un qui se bavait dessus, quelqu'un qui pouvait se faire pipi dessus et que j'avais aucun problème à voir ça. J'avais plus aucun problème à voilà. Donc j'étais pas art-thérapeute, c'est pas de l'art-thérapie tout ce que j'ai fait. C'était jamais dans ce cadre et je prétends pas à soigner les gens, mais je pense par contre qu'on peut améliorer vraiment des qualités de vie, donner envie. Moi, il y a une dame qui était vraiment fortement Parkinson, qui se levait plus et qui, au bout d'un moment, avait la fierté de me dire qu'elle allait chercher les autres sans sa canne. Et vraiment, j'ai vu cette évolution en quelques temps. Donc ça, c'était c'était tout à côté de Lyon que j'ai fait ça. Et après, j'ai pu bosser aussi dans le handicap, d'autres types de pathologies, d'autres types de publics, aussi avec des enfants. Voilà une discussion intéressante. Ça nous amène à la place de l'art dans notre monde. L'art, c'est beau parce que ça sert à rien. L'humain, quand il met sincèrement sa créativité au service de l'art, il touche en lui ce qu'il a de plus beau, de plus désintéressé. On peut être créatif dans tous les domaines. La créativité de l'esprit humain est infinie, mais elle peut avoir pour but la reconnaissance, l'enrichissement personnel, la croissance. Mais l'art, juste pour rien, sans objectif autre qu'être dans le moment présent, il n'y a rien de plus beau. C'est un hommage à la création, c'est un hommage au divin, à la nature. Alors la place de l'art chez nous, les Occidentaux, est dans le futur. Pour moi, ce serait de le démocratiser à fond, partout, d'avoir qu'on nous enseigne tous la musique, la danse beaucoup plus tôt. Mais j'ai même une sorte de vision assez, par rapport à l'éducation, assez large là-dessus, où je pense qu'on devrait apprendre à méditer aussi. Vraiment, tous les gamins devraient apprendre à méditer, à respirer, à savoir bien respirer. Et oui, effectivement, je trouve qu'on devrait revenir à peut-être quelque chose qu'on a perdu avec les années, un rapport un peu plus primordial à la musique. Je pense que c'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a plein de groupes qui reprennent des chants traditionnels français de partout. T'as pas vu ça un petit peu? Je crois qu'il y a Super Parquet. Moi, j'ai vu Qui récemment, qui était trop géniaux dans un festival. Bref, il y a beaucoup de groupes, même de rock, qui reprennent des chansons en français traditionnelles, avec des patois, avec des dialectes, et avec toujours des histoires un peu dures, qui parlent de la mort, qui parlent de la séparation, et où plusieurs gens pourraient danser ensemble, célébrer quelque chose ensemble, peut-être chanter tous ensemble parce qu'ils connaissent cette chanson par cœur. Nous, on n'a plus du tout ce lien-là. On ne saurait pas tellement quoi chanter si on se posait là tous les trois à essayer de trouver une chanson traditionnelle. On n'a plus tellement. On peut chercher dans les piafs un petit peu, mais... Donc je pense qu'il nous manque un rapport collectif et vraiment très très décomplexé à la musique, parce qu'on est vite, à mon avis, le gros danger, c'est que on est beaucoup dans une époque de la starification,
Et je le vois, moi, en ayant bossé dans des collèges, les gamins, ce à quoi ils pensent tout de suite, c'est au nombre d'abonnés que tu auras sur YouTube, à la résonance que tu auras, qui va te voir, est-ce qu'il y a des grands artistes qui vont te voir et peut-être te repérer, et c'est tout de suite dans l'angle de devenir une star, mais quoi que ce soit, en fait. C'est juste être beau, visiblement, être top modèle, être danseur, chanter, c'est un peu une sorte de mélange qu'on n'avait pas forcément, nous, j'ai l'impression, quand on était gamin et qu'on chantait des trucs à 2, 3 voix, c'était juste pour chanter, c'était pas pour se filmer tout de suite et se mettre en représentation. Donc voilà, je pense qu'il faudrait une éducation effectivement à tous les arts, que je pense que c'est primordial, et je pense que ça aiderait aussi à la mémorisation, l'apprentissage de plein de choses. Ça travaille sur des zones, visiblement, la musique notamment, qui sont proches de celles des mathématiques, des langues parlées. Donc le fait de pouvoir reproduire une mélodie, ça nous aiderait peut-être à pouvoir apprendre l'espagnol, l'anglais beaucoup plus facilement qu'avec une prof qui le parle avec un mauvais accent, enfin d'avoir vraiment un aspect musical là-dedans. Mais il faudrait le pratiquer sans trop de pression et sans qu'ils soient, les gamins, trop confrontés à cet univers un peu dingue autour des réseaux sociaux qui, je pense, peut être assez dévastateur, qui peut faire une musique pas forcément du cœur, mais plus de tiens, la réussite sociale que ça va m'apporter ensuite. Ça a peut-être été là depuis longtemps, mais je pense que ça l'est beaucoup plus maintenant. Allez, on va revenir à un thème qu'on aborde souvent ici chez Calreco dans ce podcast, parce que pour moi c'est un thème essentiel et tout nous y ramène tout le temps. D'ailleurs, quand on est artiste, qu'on monte sur scène, qu'on se met en danger, c'est pour se sentir vivant, peut-être parce que notre propre finitude nous effraie tellement qu'il faut se mettre dans des conditions qui nous obligent à vivre l'instant, à être plutôt qu'à penser. Wendy a été confrontée, elle nous le disait, à la mort en accompagnant des personnes en fin de vie. Je voulais qu'on aborde cette question de la finitude. Ouais, donc quand j'étais auxiliaire de vie, quand j'ai commencé, je sais pas si c'était l'association qui m'a embauchée, qui voulait un peu me mettre un petit défi ou voir si j'étais capable. J'ai tout de suite été en poste avec un monsieur merveilleux qui s'appelait monsieur Castelbou et qui était en fin de vie. Donc je le savais, c'était le point de départ, je savais que j'allais l'accompagner, c'était quasiment du H24, je dormais là-bas, je passais le plus de temps possible là-bas pour l'accompagner. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivée, moi qui n'avais pas de rapport à ça, à la mort, j'ai tout de suite, déjà, je trouve qu'il y avait une odeur, lui, il avait aussi une couleur de peau un peu particulière, ça sentait la mort. J'arrivais à percevoir que oui, il y avait quelque chose qui mourait dans cet homme-là. Et puis je l'ai rencontré et il était vraiment magnifique, on parlait de beaucoup de bouquins, donc on a beaucoup échangé et peu à peu j'ai vu un peu son esprit partir. Il y a le médecin, donc ça c'était assez rapide en fait, si je dis pas de bêtises, ça a dû durer sur 3 semaines seulement, c'était vraiment extrêmement rapide. Et puis progressivement, donc son esprit est parti, donc moi j'ai continué à lui lire des choses et puis lui il partait dans ses rêveries, je lui racontais des sortes d'histoires où il y avait la mer, un peu ce que je fais dans mes chansons aussi, il y a la mer, on est bien, l'eau est chaude, on se baigne dedans et puis il était bien content. Et puis il avait un peu décidé de sa mort, ce monsieur. J'en parle parce que c'était assez fondateur pour moi dans mon apprentissage de la mort et de comment on pourrait vivre notre mort. Ce monsieur, il avait vraiment décidé de mourir dans cette résidence où il avait un petit appartement, où il était bien, où il était entouré de ses petits-enfants qui venaient très régulièrement le visiter, sa fille qui venait aussi. Donc il avait dit, moi je veux mourir là, vraiment, je veux pas mourir à l'hôpital. J'ai décidé, sauf qu'il l'a pas écrit sur un petit papier ou machin. On a eu un médecin qui est venu le visiter 3 jours avant son départ et qui nous a dit ouais, il est en train de partir. Moi, je le voyais, c'est-à-dire que je le manipulais, donc j'avais appris donc à le changer, le nettoyer, etc. Et je savais que quand je le manipulais, il gémissait un petit peu, tu vois, quand je le tournais et tout, mais après, il gémissait plus du tout. Donc c'était vraiment le contact où il y avait encore une petite douleur, mais j'avais l'impression moi-même vraiment que son esprit était déjà quasiment parti et qui filait doux vers la mort. Il y a sa petite fille qui est venue, sa fille, et c'était joyeux. En fait, on a fait une sorte de fête joyeuse autour de sa mort en disant bah voilà, ça y est, il est en train de partir exactement comme il le voulait, entouré des gens qu'ils aiment. Et là, il y a une infirmière qui est venue, sachant que le médecin donc qu'il avait consulté était parti en vacances et qui a totalement paniqué, qui a dit mais vous vous rendez pas compte, cet homme-là est en souffrance, il a un kyste là, un truc. Alors j'étais moi qui vivais avec lui, j'ai
non, j'ai mis pas tout le temps. Enfin, j'ai eu très peur de m'être trompée, parce que j'avais omis d'observer de la souffrance. Et donc, sa solution à elle, ça a été de l'embarquer à l'hôpital et donc de le balancer sur un brancard et de le trimballer sur un brancard dans les escaliers. Donc, à un moment, t'es sûr qu'il souffre. Enfin, et donc, il est parti sous morphine à balle de... Enfin, ça, c'est pas un problème. Mais il est pas du tout parti comme il l'avait rêvé, en fait. Sa mort lui a été ôtée totalement. Et moi, j'ai pleuré sur cette histoire. J'ai dû en parler avec des potes, essayer de sortir ça, de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais moi, j'ai très envie de mourir, vraiment, de choisir ma mort. De la même manière qu'on doit choisir ce qu'on fait dans la vie, on peut et on doit pouvoir choisir sa mort et pouvoir organiser une bonne fête avec sa famille, avec ses amis. Moi, c'est le rêve que j'ai. Et bon, et voilà. Et je réalise qu'il y a une sorte de... Dans les milieux dans lesquels j'ai bossé, il y a quand même une sorte de tabou terrible autour de la mort, quoi. Ça peut pas exister, il faut toujours essayer d'accompagner ça. Enfin, alors déjà, je pouvais pas parler avec les gens qui allaient mourir de leur mort. À chaque fois, on me disait « Mais non, madame machin, vous avez encore 3 belles années à vivre, pas de problème. » Je t'aimais. Et du coup, moi, secrètement, après, je leur disais « Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'à quoi derrière? Vous avez peur? Ça vous fait quoi? Vous croyez au paradis? Machin. » Et je leur posais des questions. Et ça leur faisait trop du bien de parler, enfin, il me semblait, de parler de la mort, de parler de ce truc qui est approché. Et c'est, à mon avis, tu le sens dans ton corps quand tu vas mourir. Et donc, ça, je pense que ça rend sénile, que ça crée une sorte de sénilité, de problème psychiatrique intense, que de dire à des gens, vous n'allez pas mourir, vous n'allez jamais mourir. Et on va toujours vous envelopper de médicaments complètement fous derrière pour tout stopper dans tous les sens. À un moment, il faut peut-être laisser faire un petit peu. Arrêter de... Là, je t'en avais parlé, je crois, un peu avant l'émission. J'ai écouté une émission trop géniale sur France Inter d'une jeune fille qui a embarqué sa mamie de 100 ans en camping-car. Donc sa mamie qui était normalement mourante. C'est-à-dire qu'elle était dans un stade où elle avait plus d'appétit de vie, elle était vraiment trop fatiguée, parce qu'aussi elle était dans une sorte de routine où tous les jours se ressemblent en fait. Donc tu peux plus, t'es en train de radoter à ce moment-là, puisque tu sais plus si t'es lundi ou vendredi, tu vis exactement la même journée, avec des gens séniles, avec des gens qui te répètent aussi que tu perds un peu la tête, que ça tu l'as redit la dernière fois. T'as plus aucune nouveauté qui fait que ton cerveau se renouvelle plus, bref, et tu commences à perdre la tête et à perdre l'envie de vivre. Et donc elle l'a trimballée dans son camping-car et en fait elle a vécu 3 ans de plus, la mamie, mais un truc de fou. Et elle disait que la jeune fille a dit bon, je me suis vraiment préparée à ça, donc j'ai aussi essayé d'observer de quel médicament elle aurait besoin. Et visiblement il y avait des médicaments qui étaient facultatifs. Et ben elle a tout enlevé. La mamie a vécu 3 ans de plus. Donc, moi, j'ai observé ça aussi. J'ai observé tous les piluliers vraiment énormes qui shootent les gens toute la journée. Est-ce que finir dans un état de légume pendant 3 ans, c'est vraiment intéressant? Moi, je préférais peut-être avoir une bonne crise cardiaque. Enfin, j'en sais rien, avoir un truc où je suis pas autant rendue à l'état de légume. Je suis peut-être un peu dure avec comment ça se passe dans ces instituts-là. Parfois, il y a des personnes vraiment merveilleuses et qui se battent pour que ce soit différent. Mais je pense qu'on a un gros boulot à faire pour accepter la mort. Mais il y a un truc aussi qui renvoie à la pensée stoïcienne, parce que j'ai beaucoup écouté les pensées pour moi-même de Marc Aurèle pendant un temps, ça me berçait beaucoup. Et il dit vraiment ce fait-là à un moment, choisis. Si tu veux partir, si tu sens que c'est le moment pour toi de partir, tu dois avoir ce droit. Vraiment, moi, je suis assez pour qu'on puisse décider à un moment que vraiment, on se sent plus bien du tout, qu'on oublie tout complètement, qu'on est complètement incontinent et que ça nous va plus. Je pense qu'on peut vivre incontinent pendant très très longtemps, d'une manière très bien, mais je pense qu'il y a des degrés et des moments où on pourrait faire, je sais pas, c'est un peu le mythe autour des Indiens d'Amérique du Nord, c'est un beau jour pour mourir, de dire là c'est bon, là je suis bien. C'est un beau moment pour partir. Et justement, d'avoir le temps de réunir tout le monde autour de moi, de pas attendre que j'ai vraiment oublié tous les prénoms, parce que moi, j'ai assisté à ça aussi, à des personnes âgées qui pouvaient plus du tout se rappeler du prénom de leurs petits-enfants, et c'était une souffrance pour les petits-enfants, une souffrance pour la personne. Alors, c'est pas grave, hein, Alzheimer, il y a vraiment, il y a plein de personnes qui vivent des années avec ça, et ça se passe très très bien, et ça peut vraiment s'améliorer aussi. Mais je pense qu'il y a des stades complètement extrême où peut-être la personne pourrait décider avant de dire ok. Et je pense qu'aussi on peut prévenir, pour moi, Alzheimer. Je pense aussi qu'on peut prévenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à dire aux gens ok, vous avez plus d'activité,
Vous avez vraiment plus rien. Vous allez plus voir les jeunes, vous allez plus voir le monde. On vous enferme dans un appart, vous allez passer tous les jours le même jour. Bien sûr que ça rend fou, mais nous, on nous mettrait tous les jours dans le même appart. C'est ce que disait la jeune dans le reportage qui était passionnant. Mais on saurait plus qui on est, on oublierait les prénoms, on radoterait les mêmes choses en boucle. Donc je pense qu'il faut aussi de l'intergénérationnalité. Il faut qu'il y ait des gamins qui se baladent là, il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait des jeunes qui... Voilà, il faut qu'il y ait du mélange, il faut qu'on soit en contact avec ces anciens-là qui ont une super mémoire, qui peuvent nous transmettre plein de choses, avec qui on sera d'accord, pas d'accord, mais qui vont nous partager des choses de leur vécu et du monde d'avant. Ami, mon ami, entends mon avis et lis dans mes mains ton vieux parchemin. Mes jours ne sont plus, bientôt vient ma nuit, je me coucherai là, au creux de tes bras. Sous mes fils d'argent et mon front froissé, luit une lueur qui pourra t'éclairer dans le lit du l'été. Enfin j'ai compris toute la vanité de tes précieux soucis. N'attends pas le vent, joue comme une enfant, cultive l'imparfait, il dit qui tu es. Et à l'heure dernière, dresse-toi bien fier d'avoir pavé ta route d'or et de lumière. Ce sont les mots qu'il te faut. Apprends les mots qu'il te faut. Ami, mon ami, entends mon avis. J'ai juste 7 ans mais je connais ta vie. Derrière le miroir, je te parlais hier. Et nous formions des vœux, nous chantions des prières. Toutes deux encore, nous traversons la nuit. De cela aussi, tu verras, on survit. Quand la fièvre passe, l'aube est transparente et l'on trouve des forces intactes et puissantes. Sans peur de la peur, c'est le vrai courage. Et il en fallait devant le passage. Sois douce, tu sais, on s'en sort entière. Maintenant on peut se retrouver derrière. Ce sont les mots qu'il te faut. Apprends les mots qu'il te faut. Elles sont venues devant la grève, un sceptre d'airain sur le flanc. Elles sont venues pour faire la trêve. Les cohortes de tes armées d'enfants, elles t'ont attendu là tout le jour. Et voici que la lumière décline et tu arrives par la colline. Et tu découvres à leur fond tes armures. Tu contemples devant toi tes semblables qui s'arment de courage et de calme pour traverser demain tous tes âges et revenir le soir en paix devant l'âtre. Elles s'en iront au levant, tes chevalières autour de la table s'entraînèrent à chevaucher tes années-lumière pour guérir ton ventre et tes nerfs. Au couchant, vois tout est achevé. Tu as regagné ton foyer. Tu peux maintenant en paix t'allonger. Le passé est enfin réparé. Car je crois que tu t'es pardonné. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Comment aurais-tu pu savoir alors
Bon bah allons-y. On est parti du côté de la conscience, les stoïciens, l'instant présent. J'ai donc demandé à Wendy quel rapport elle entretient avec la chose spirituelle, avec l'après, avec l'invisible, l'incommensurable. En tout cas, ouais, j'ai un rapport à la spiritualité. J'étais dans une famille déjà, je pense, assez spirituelle. Et moi, j'ai eu comme un déclic vers 20-22 ans. Alors déjà, j'étais très symboliste à l'époque, à adorer les symboles dans toutes les cultures, et même chez Anton Artaud. J'ai beaucoup étudié l'œuvre d'Anton Artaud, qui adorait les symboles aussi. J'aimais bien ça chez les surréalistes. Et à un moment, j'ai rencontré la danse Buto. Donc c'est une danse très particulière qui est née au Japon dans les années 60, que j'ai étudiée même du coup dans le cadre de mes études, en même temps que j'étais auxiliaire de vie pour personnes âgées. Et donc c'est une danse vraiment dingue qui nous invite à être plein d'autres choses que ce qu'on est, et de laisser complètement l'ego de côté. Donc moi j'ai rencontré une chorégraphe exceptionnelle qui s'appelle encore, je pense qu'elle est encore en vie, j'espère, Koseki Sumako, et cette dame-là donc faisait des grands trainings. En plus c'était une sorte de rite initiatique, c'était sur 3 semaines, il se passait forcément un déclic dans ta tête au bout d'un moment, et donc on devait s'entraîner à des sortes de statues de marbre qui traversent les âges pendant des siècles et des siècles, dans une concentration ultime, avec vraiment une posture très précise, héritée du No, du kabuki, un souffle très particulier. Elle nous menait une vie très très dure, mais qui était géniale. Enfin, on est ressortis tous beaucoup mieux qu'avant, c'était quasiment thérapeutique. Et il y a aussi en fait plein d'exercices où déjà on doit chercher des types d'animalité dans notre corps, mais vraiment les chercher très très le plus vrai possible, quoi, de comment un lézard il va réagir, comment il va bouger, et puis de chercher aussi comment être un cadavre debout. C'est un des points de recherche du Buto, c'est comment être un cadavre debout, comment être déjà mort, et voir devant éternité devant, éternité derrière. J'avais l'impression d'être dans un bouquin de Nietzsche en fait, avec l'éternel retour, éternité devant, éternité derrière, et tu marches et tu n'es rien. C'était extrêmement dur. Moi, ça, au début, j'avoue que quand elle m'a dit « Vous êtes rien, vous êtes bout de chiffon », j'étais « Attends, excuse-moi, j'ai fait des choses, j'existe, j'ai pensé, Et quand j'ai réussi mais j'ai pas réussi totalement à lâcher, mais quand j'ai doucement commencé à me dire « Je suis rien », mais c'était délicieux, mais délicieux. Toute l'angoisse s'en va, c'est merveilleux de savoir qu'on qu'on va mourir. De savoir qu'on va mourir, mais ça nous remplit de vie. En fait, on devrait avoir des haut-parleurs dans les rues qui diffusent « Attention, vous allez un jour mourir. Profitez, n'attendez pas pour réaliser cette passion-là, ce vieux rêve, n'attendez pas 2 ans. Vous allez mourir. Donc, soyez pas non plus téméraires et complètement dangereux et pour vos proches et pour vous-même. Mais en tout cas, si vous avez des trucs que vous avez réellement envie de faire, arrêtez de regarder des séries. Et je dis ça, j'en regarde aussi un peu, mais et faites vos choses. Et donc voilà, cette danse m'a profondément marquée, et le second truc qui m'a marquée à travers cette pratique, c'est qu'elle nous faisait faire de la méditation zazen. Donc c'est une méditation zen que je conseille à plein de gens, parce que je trouve que elle est fabuleuse, parce qu'elle n'est pas du tout dogmatique, ça renvoie à aucun dieu ni religion, donc on est bien avec ça si on est agnostique comme moi ou athée. On doit juste s'installer dans une posture qui est vraiment très très définie, avec une posture au sol un peu rigoureuse, et avoir son regard à 1 mètre, 1m50 devant soi, défocalisé. Donc on regarde à l'intérieur de nous, mais on voit quand même devant, et on laisse passer les pensées. Et là, on peut avoir des sortes de koan zen dans la tête, de ni bien ni mal, ni vie ni mort, ni passé ni futur. Et moi, j'adore. Et je pense que ça m'a aidée, mais vraiment pendant je pense que si j'avais pas rencontré cette nana-là et qu'elle m'avait pas transmis ce truc, je serais pas du tout celle que je suis maintenant. J'aurais pas été capable, avec le degré de digression que j'ai dans la tête, le degré d'éparpillement que je pouvais avoir à 20 ans, une envie de tout faire. Ça m'a aidé absolument à me calmer, à me stabiliser. Voilà, et de me dire, je suis rien, je vais mourir. Donc, attelle-toi à faire ce que tu as vraiment envie de faire, ne perds pas de temps avec les autres choses. Ça me fait penser à certains rituels chamaniques. 3 jours dans la montagne, dans un trou qui nous sert de tombe symbolique, sans manger, sans boire, pour se confronter aux éléments et à soi-même. Également les rites de passage de l'adolescence à l'âge adulte chez les natifs américains, quand les jeunes guerriers partent s'isoler au fond d'une grotte, passant ainsi des épreuves initiatiques qui les transforment. Enfin, qui les transformaient, je ne crois pas que ça existe encore, ou peut-être que si d'ailleurs. Et
des moments de vie duquel ils revenaient complètement transformés parce qu'ils avaient pris conscience de leurs conditions de mortels et sûrement par la même occasion de la nécessité de vivre intensément. Et vivre intensément, c'est vivre le moment présent. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Pour moi, si on évalue le fait qu'on ait une petite... juste un petit bout de poussière dans l'univers, si on arrive à voir à quel point on est petit, qu'on va mourir, que les gens autour de nous vont mourir, que les possessions qu'on a, on va peut-être les perdre à un moment, que la réussite qu'on a, elle va peut-être tomber à un moment, que l'amour qu'on a, il va changer, évoluer, que tout est impermanent. En fait, c'est un peu le propos du monde flottant dont je parle, le titre de mon disque, qui s'appelle Rivage du monde flottant. C'est un terme qui parle de l'impermanence, justement. Quand on pense à tout ça, on est absolument ici, j'ai l'impression, parce qu'on sait que tout va bouger. Donc il faut savourer chaque seconde de maintenant. Avant n'existe plus et demain n'est pas encore là. Donc qu'est-ce qui me reste ? C'est ce moment-là. Et je sais que moi, personnellement, ça m'a pris vraiment des années, et c'est encore un travail que je continue, pour être là, même sur scène aussi. Et on en a beaucoup parlé, je me rappelle, avec le Buteau, parce que ils en parlaient beaucoup. Ils disaient que quand on est sur scène, il faut avoir comme plusieurs consciences en même temps. C'était assez intéressant. Il y avait plusieurs modes de pensée, mais il y en avait notamment un qui disait que tu devais être exactement là, et en même temps un qui disait que tu devais te voir de derrière, un de devant, je sais plus. Il y avait comme 3 caméras différentes. En tout cas, tu devais être absolument, absolument là pour donner ton geste de Buteau le plus pur. Et du coup, vraiment, réellement te vider. Donc nous, c'est sûr que c'est pas des pratiques qu'on aura eu l'habitude d'apprendre quand on était petit dans cette culture en France. On n'a pas forcément été éduqué à ça. Donc moi, je me sens assez chanceuse d'avoir pu travailler sur ces points. Et moi, j'ai besoin, année après année, de continuer de cultiver ça et de m'entraîner à être absolument au présent. Enfin, je sais que vraiment plus jeune, j'avais l'impression d'être une sorte de... Je pense que j'ai un tempérament très hyperactif parce que je fais beaucoup de choses. C'était une sorte d'adjectif qu'on m'a toujours donné, que mes potes m'ont toujours donné en me disant « Ah, mais toi, tu fais toujours plein de trucs, t'es hyperactive. » Puis bon, après, j'ai regardé la définition, je me suis dit « Ouais, je suis peut-être vraiment hyperactive. » J'ai un peu tous les symptômes de ce trouble de l'attention dont on parle, et je pense que beaucoup de gens pourraient se reconnaître. Je sais pas, c'est complètement un autodiagnostic, peut-être complètement bidon, mais il s'avère que j'ai plein de choses qui renvoient à ça. Et je pense que la société est hyperactive et nous pousse à l'être, hyper productif sans cesse. Et vraiment, moi, ce qui m'aide année après année, c'est d'être là. Et je crois que toute cette pratique de méditation, qui pour moi est vraiment essentielle, je le fais tous les matins, mais vraiment tous les matins. C'est un rituel. Après, je peux être un peu faux-folle dans la journée et faire des trucs, mais ça m'aide à me stabiliser. Et ça a fait que, année après année, j'ai cessé d'avoir des pensées ressassantes. Tu vois, des sortes de pensées de « Ah là là, ça, j'ai pas assez bien fait, mon Dieu, mais ça, j'aurais dû le faire de telle autre manière. Oh, mon Dieu, cette relation, j'aurais dû la vivre comme ça. Ah, mais ça, l'idée d'une sorte de... Je m'en suis un peu comme, remise au destin aussi, de laisse faire. Je sais que tu parles beaucoup de déterminisme, aussi de libre arbitre dans tes podcasts. C'est une question sur laquelle j'ai pas de réponse, mais qui m'intéresse aussi. Quelle est notre part de décision. Donc, je sais que chez les stoïciens, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, en tout cas, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. D'autres pas, ça sert à rien de se les tourner dans la tête. Si on n'a aucune prise là-dessus, basta, on va vers un truc sur lequel on a une possibilité d'achoppement. La scène, c'est par essence l'endroit que l'on recherche en tant qu'artiste pour se mettre dans les conditions de vivre l'instant présent. Une mise en danger qui reste une mise en danger symbolique, car en principe on risque pas de mourir sur scène, mais une mise en danger quand même, et qui nous permet parfois de toucher à l'instant de grâce qui est un pur moment présent. Tu sais que la grâce, c'est un des concepts vraiment développés par le Buteau. Ils cherchent vraiment ils appellent ça la fleur. C'est comme dans le No, l'instant de grâce où tu vas être absolument disparaître, et ça se voit. Moi, je me rappelle quand les gens dansaient, on pouvait dire « Ah, lui, il a la grâce ». On arrivait à le voir, vraiment à le détecter, que la personne s'oublie assez pour qu'on le voit. Donc, c'est hyper dur. Je pense que là, pour le coup, on pourrait faire un vrai bouquin là-dessus, mais dans l'histoire de la musique psychédélique, je pense si les gens ont pris autant de drogue et autant cartouché la tête, c'était aussi pour trouver cet endroit d'ultra-présence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est une sorte de post-psychédélisme.
C'est-à-dire de comment je pourrais arriver à trouver cet endroit de... Ouais, ça peut sembler une sorte de défonce, en fait, de moment où tu penses plus à rien, tu traverses ton concert, t'as l'impression d'avoir juste cligné des yeux et il est fini et t'es nourri de... Ton corps, il vibre bien, t'as rigolé, enfin voilà, tu t'as vécu une super expérience. Et moi, je cherche vraiment, même si je pense que c'est la voie la plus difficile, la voie la plus dure, je cherche à faire ça sans drogue. Je cherche à faire ça sans alcool, parce que c'est tellement fréquent. Enfin, je veux dire, autour de moi, la plupart des musiciens sont tous plus ou moins alcooliques. Enfin, il y a comme une sorte de truc assez banalisé autour de ça. Il peut y avoir des anxiolytiques. Il y a vraiment toute une culture, en fait, du calmant pour l'artiste. C'est une sorte de stéréotype rigolo, un peu. Mais je pense qu'on peut aller, même si c'est la voie difficile, je pense qu'on peut aller chercher ce truc à base d'autre chose. C'est plus difficile. Moi, je sais que je suis une grande timide à la base quand j'étais gamine, mais j'étais une extrême timide qui rougissait pour un rien, qui j'aurais jamais imaginé faire de la scène un jour. Ça m'a pété moi-même à la gueule et visiblement ça se passait bien. Il se passait quelque chose sur scène que j'arrivais pas du tout à vivre dans le présent. Donc, je me suis rendu compte que c'était fort. Mais ça reste quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent ça toute leur vie. De comment ce rapport à la scène évolue, qu'est-ce que tu y amènes, parce que il y a à la fois un présent, et puis il y a aussi tout ton passé aussi qui est là encore, qui peut être là, qui peut se manifester, qui peut dire qui tu es, et ce que tu dis pas forcément à tes amis, à ta famille, des choses que tu as vécues, et que tu dis à demi-mot dans tes chansons. Il y a quelque chose une sorte d'atemporalité, d'endroit où il y a à la fois le passé, à la fois cet endroit-là où tu dois absolument être, si tu veux pas louper le passage suivant, pas louper ton texte, pas te dire « oulala, je vais avoir un trou de mémoire », il faut que tu sois là, absolument, dans ce que tu dis. Puis il y a aussi le futur, parfois tes textes qui t'emmènent dans un autre monde. J'aime bien ce temps un peu suspendu, éternel, sur scène, ou dans le travail juste de composition musicale. De mon expérience, la scène, c'est merveilleux et complexe à la fois. Moi, j'ai commencé très jeune avec un groupe dans lequel on jouait des compos et des reprises. On jouait beaucoup, on jouait souvent. Un groupe dont je n'étais que le chanteur-guitariste. Je prenais énormément de plaisir à cette place. D'une part, je n'étais pas le seul à porter l'image et la représentation du groupe, parce que justement, nous étions un groupe. J'en étais une figure parmi d'autres, même si j'avais la place du chant lead. Et par ailleurs, nous jouions nos compos et aussi des reprises, des compos que nous avions écrites ensemble et des chansons des autres. Alors c'était plus simple, j'avais la place de l'interprète, j'étais totalement libéré parce que je ne portais pas seul le poids des chansons écrites par le groupe et encore moins celle des titres que nous reprenions, des titres standards ou des chansons écrites par des artistes connus. Puis j'ai quitté ce groupe pour monter à la capitale, vieux cliché, vieux rêve, et j'ai tourné sous mon propre nom, en jouant sur scène mes propres chansons. Et là, c'était pas du tout la même cuisine. Il m'a fallu quelques années afin de retrouver l'insouciance et la légèreté dans l'interprétation. Parce que le poids de l'auteur-compositeur pesait d'une manière que je n'avais pas imaginée sur l'interprète que j'étais. Et il a fallu pour moi tout réapprendre. Ouais, je vois totalement ce que tu... Ouais, oui, je vois totalement. Je pense que c'est la voie difficile, encore une fois. Parce que moi, j'ai fait pas mal de jazz pendant des années où je me suis régalée. Enfin, j'adore chanter des standards de jazz ou des trucs un peu plus barrés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais absolument sans me poser de questions. Mais après, quand tu te dis, bon, bah, par contre, j'ai aussi un vrai désir d'écriture. Puis, de toute façon, un truc qui est là, j'écris beaucoup. Il faut que je dise, que j'arrive à transmettre un petit peu ce que je dis dans mes carnets, sur scène et tout. Et c'est vrai que c'est la voie difficile. Parce que tu le veuilles ou non, tu te mets toujours un petit peu à nu. Même si tu vas parler des autres, même si tu vas imaginer d'autres mondes, ça dira toujours un truc de toi. Moi, le pays imaginaire, ça dit que je suis un peu naïve, et je le sais, et je l'assume totalement. J'ai ce côté un peu new age, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai une sorte de truc j'ai envie qu'on s'en sorte, qu'on soit pas si dégueulasse qu'on a l'impression qu'on est en ce moment. Donc, ça parle toujours un peu de nous. Et comment porter ça ? Comment avoir, sans tomber dans l'orgueil aussi, comment arriver à porter des mots, des mélodies, et puis à se dire aussi, attends, j'ai la légitimité pour le faire exister dans les autres. Pourquoi moi, pas quelqu'un d'autre ? C'est vraiment tout plein de questionnements assez fous. Et ouais, et comment faire claquer tes mots à toi, dans ta bouche ?
Moi, ça me fait du bien de revenir aux reprises, pour me dire, attends, celle-là, j'adore la chanter parce que, tiens, du coup, c'est tel type d'écriture de phrases de chant. Du coup, c'est assez court, par exemple, ça va respirer après. Tiens, je vais m'inspirer ça. Pour la prochaine, je sais que je ferai un truc comme ça. Et je vais me balader un peu. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça reste la voie la plus dure, je trouve, de faire quelque chose sous son nom, ses chansons, sa composition, c'est vraiment tout ton monde intérieur que tu déploies, et avec ses failles et avec ses limites. Moi, je sais que j'ai pas étudié la musique, je sais que j'ai plein de défauts dans tous les sens, et puis je suis très, j'ai tendance à être très perfectionniste, donc à beaucoup pouvoir parler de mes défauts et tout, et aussi à me dire, bon, il y a aussi des choses très chouettes, mais je pense que c'est une chose absolument merveilleuse aussi, d'arriver à bâtir des univers. Et le plus merveilleux, en fait, c'est le regard des gens après. C'est que tu te dis, tu vas faire ça, pas seulement pour toi dans ta chambre, ce qui est une démarche particulière et qui te ferait pas peur du tout, mais de dire, bon, je vais le partager, et là, d'avoir quelques personnes qui disent, j'ai un pote récemment qui m'a dit, ça m'a vraiment touchée, parce que j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis pas mal de temps, et il me disait, j'ai l'impression que tu as écrit tout cet album pour moi. J'ai l'impression qu'il me parle à moi, et je me suis dit, mais c'est pour ça. C'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Et moi, personnellement, si j'ai fait... je sais pas si on va trouver ça orgueilleux, mais j'ai eu des groupes de musique qui m'ont sauvé la vie. Enfin, ou que j'ai entendu, mais je dis sauver la vie, mais honnêtement, à un endroit, c'est peut-être ça qui s'est passé, où je me rappelle de périodes de précarité, mais monstrueuses, où tu t'es crevé à faire tout plein de petits boulots dans tous les sens, tu sais pas où tu vas, mais il y a toujours eu la musique, tu sais, en fil conducteur derrière, mais un peu étouffé par le reste, le boulot, le truc, tu sais pas si tu gardes les études ou pas. Et moi, à ce moment-là, je revenais d'une année d'Erasmus à Berlin, et j'étais chez une copine qui m'hébergeait, et je la salue là, c'est Julie Mazerolle, elle est trop géniale. Elle m'a fait découvrir donc Brigitte Fontaine à fond, que j'avais aussi découvert avec une autre copine avant. Elle m'a fait écouter Colette Mani à fond, et elle m'a fait découvrir surtout Nina Simone. Et Nina Simone, c'est quoi ça? Mais vraiment, j'ai eu un truc de, c'est qui elle? Et je me rappelle que je devais me lever hyper tôt le lendemain pour distribuer mes journaux. Je faisais métro, Lyon Plus, là, le matin, un truc chiant où tu te fais insulter toute la journée en plus. Et je pouvais pas aller me coucher. J'étais, mais c'est pas possible de faire une musique aussi merveilleuse. Alors, pour le coup, elle écrivait pas tout. Mais j'adore les chansons qu'elle a écrites. Des sortes de pamphlets révolutionnaires, cette sorte de colère qu'elle fout dans le bout de ses doigts. Elle arrive à mixer du Bach avec une sorte de rock. Ça m'a bouleversée, vraiment. Et je sais que, à mon humble échelle, je crois que ça me ferait plaisir qu'un jour quelqu'un se dise, ça m'a fait du bien. En tout cas, ça m'a fait du bien, peut-être. J'écris pas que pour que ça fasse du bien aux gens, ce serait dommage, je pense, d'écrire comme ça. Mais en tout cas, quand je reçois ce type de retour, ça a du sens pour moi. Avec l'âge, l'expérience du musicien, la connaissance de l'envers du décor de l'industrie musicale, est-ce qu'on peut encore être bouleversé par la musique? Ouais. C'est marrant, ça part. Hein. Je me rappelle de moments où j'avais des frissons qui me couraient partout dans le dos, les bras, où je me mettais à pleurer. Et c'est vrai que ça m'arrive moins. Mais de la même manière que, tu vois, mes premières scènes, j'avais très souvent des immenses frissons et pareil, des vagues d'émotions mais parce que je venais de tellement loin, en fait, d'une grande timidité, passer à la scène, c'était bouleversant. Et du coup, après, j'ai bossé des trucs, tu vois, j'ai mis un peu peut-être une forme de technique, en fait, là-dedans, qui fait que, pareil, cet endroit de totalement bouleversement est plus rare aussi. C'est pour ça qu'en Butoh, ils disent on a plusieurs fleurs à différents moments de notre vie. Je sais plus, je crois qu'il y en a une à 13 ans, tu as la grâce à 13 ans, tu as la grâce ensuite à, je dirais, 20 et quelques, ensuite à 30. Il faut toujours travailler pour revenir vers ton état de grâce. Et comment ça se prépare, la scène? Je ne sais pas si le public sait à quel point la représentation scénique est travaillée en amont, même quand elle paraît totalement libre et improvisée. J'ai donc posé la question à Wendy pour ce qui la concerne. Ouais. C'est assez difficile, ce travail-là. Comment dire ? Je sais que notamment, on a fait une résidence à un moment pour un concert assez important qui me foutait assez la trouille.
Et j'ai bossé avec quelqu'un où c'est con, en fait, je me suis pas assez écoutée. En fait, j'avais donné comme un cahier des charges à la base en disant, moi, je veux un super ancrage, je veux juste, mais vraiment planter sur la scène, pas forcément bouger, être dans une sorte de quasi-immobilité et juste déployer mon émotion la plus brute. Et progressivement, le mec m'a un peu vu, il a vu que j'avais un potentiel. Moi, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais gamine et tout, j'ai fait du théâtre aussi. Donc, il a vu que j'avais un potentiel, je pense, à bouger. Mais je pense qu'il l'a activé trop tôt, donc il m'a fait aller vers un truc où finalement, je me suis retrouvée à courir sur la scène du début à la fin et où j'ai passé un concert de merde. C'était hyper dur. Et depuis ça, j'ai vachement travaillé, moi, de manière personnelle, en fait. Je me suis dit, mais attends, chouchou, tu te connais, ça fait quand même des années que tu fais ça, tu vois les trucs... voilà, si je devais rebosser avec quelqu'un, je pense que ce serait peut-être avec mon pote Renaud Rocher du Théâtre du Fou, qui me connaît très bien depuis des années, avec qui je fais du théâtre un petit peu dans une pièce que je vais citer, qui s'appelle Instant X Fragile, qui parle du syndrome X Fragile. Très belle pièce. Donc lui me connaît depuis des années, il voit comment faire sortir de moi l'émotion la plus pure, je dirais. Donc voilà, je bosserai avec des gens comme ça. Pro-Homme, quand on a bossé avec lui, c'était très cool parce qu'en fait, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai pas envie personne sur la scène là du groupe n'a envie d'un coaching scénique, d'une sorte de recette de cuisine qu'on apposerait sur nous et je peux pas écrire ma chorégraphie, je peux pas me dire là je vais bouger, là, je peux pas. J'ai besoin de savoir que je vais pouvoir prendre le micro à un moment où c'est pas du tout écrit et pas me dire oh là là tu es en train attention il t'avait dit que là il valait mieux rester immobile, je peux pas. Donc en fait, on a bossé plus sur l'arrangement de l'album sur scène et c'était génial. C'était vraiment super. J'avoue, ça s'est très très bien passé. En fait, il nous a aidés à essayer de reproduire totalement le son qu'on avait en disque. On a vraiment cherché et ciselé sur la scène et on a réalisé que c'était possible d'aller au plus près de ça. Donc on a dégagé plein de trucs, on a fait vraiment du ménage. On a refait des arrangements scéniques, des arrangements instrumentaux, je veux dire. C'était top. J'ai fait un peu de coaching scénique en tant que coach donc, mais j'ai aussi à une période été beaucoup à la place de l'artiste coaché. J'ai participé au chantier des Franco à La Rochelle à de nombreuses reprises avec un coach formidable d'ailleurs qui s'appelle Philippe Albaret. Mais aussi bon qu'il soit, le coach ne vous connaît pas aussi bien que vous-même. Et c'est très intéressant d'avoir un œil extérieur, mais il faut aussi avoir la maturité pour identifier ce qu'on a envie de transmettre quand on est sur scène, ce qu'on sait faire en tant que jeune artiste. Moi, à l'époque, c'était pas toujours évident et je pense qu'il faut vraiment s'écouter quand on a un artiste et prendre ce qu'il y a à prendre, mais surtout s'écouter. Puis c'est surtout que c'est des gens qui bossent avec nous sur un temps très très court. Nous, on se connaît quand même peut-être un peu plus qu'eux, finalement, ou nos amis proches, et qui auront peut-être tendance à déceler chez nous effectivement des potentiels, moi, je sais que j'aime le mouvement, mais j'adore m'immobiliser, en fait. En vrai, j'adore, et je pense que c'est des moments peut-être sur scène qui sont les plus riches, ceux où je suis quasi immobile et où il y a un truc qui sort et qui va me filer le frisson. Donc après, voilà, je pense que ces gens-là, ils sont obligés d'être psychologues, d'être assez rapides. Et peut-être le défaut que ça aura, ce type de coaching scénique, c'est qu'ils vont nous réduire à un type d'essence de notre personnalité alors qu'on est multiple, qu'on est vraiment, voilà, on doit pouvoir déployer toutes ces facettes-là. Donc je pense que le mieux qu'ils auraient à faire, c'est de nous faire travailler sur le stress, sur notre confiance en nous, avant toute chose, et nous arriver à nous aider à formuler ce qu'on souhaite, quelles sont nos inspirations, vers quoi on aimerait tendre, qu'on le dise vraiment nous, en fait. Un peu comme une thérapie, quoi, que ça vienne de nous, vraiment. Et puis, je crois aussi qu'il y a, voilà, je parlais tout à l'heure d'une starification, il y a aussi des recettes de cuisine qui sont dures. Moi, j'avais fait, je me rappelle, une formation, bon, que je citerai pas forcément, il y a des années, et je crois que ça m'avait... je bossais avec une autre nana qui a même quitté la formation en cours de route, qui a fait quasiment une jaunisse, qui est tombée malade, en fait, en chemin, et j'ai pas compris tout de suite en fait ce qui se passait, mais c'est vrai qu'on était face à des sortes de clichés autour de la musique et des femmes musiciennes que j'ai vraiment pas tout de suite identifié, mais j'étais face à des comportements de dingue. Quand j'y pense maintenant, je pense que ce serait plus possible et que les petites gamines d'aujourd'hui font un travail monstrueux pour que ce soit plus possible. Mais vraiment, le coach scénique donc tu fais un concert devant lui, sachant qu'on avait fait un autre concert au même endroit
sans ce type de formation qui s'était hyper bien passé. On fait le concert devant lui, qui boit des bières tout le long et qui parle, et qui à la fin du truc me dit « Ah, faut que je te dise, t'avais un fil qui pendait entre les jambes. C'est le seul truc que t'as à me dire. » Et tu deviens fou, en fait. Et ça fait du mal, en fait, vraiment. Ce type de formation-là, c'est... Ouais. Ou, enfin, moi, j'ai eu... Tu vois, je suis quelqu'un, ça se voit pas là dans le podcast, mais je suis quelqu'un d'assez androgyne dans le corps. J'ai un corps assez musclé, naturellement, en fait. Donc j'ai un corps, voilà, très androgyne. Et pendant très longtemps, moi, on m'a dit, mais tu marches comme un mec, c'est un problème, il faut que tu travailles sur ta féminité, il y a un souci. Et je me suis retrouvée, mais franchement, avec des gens super, et je pense qu'ils voulaient bien faire, et on était dans un... Enfin, moi, j'ai essayé aussi, hein, et je me suis retrouvée en robe rouge, talons rouges, rouge à lèvres rouges, et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, j'étais tellement mal, ça ne me ressent... Déjà, ça m'allait extrêmement mal, c'est pas du tout ce qui va à mon type de corps, enfin, c'était... Et j'en veux pas du tout à ces personnes-là, pour le coup, c'était quelqu'un de très, très bienveillante, et je pense que ça m'a fait faire du chemin aussi sur le fait, en tout cas, d'accepter mon corps exactement tel qu'il est et de pas chercher à le transformer pour correspondre à une norme en ce moment qui est véhiculée, mais qui a tendance à péter. C'est très bien. Je trouve que les gamins et gamines d'aujourd'hui font un super boulot pour nous autoriser à être exactement qui on est, avec le corps qu'on a, avec la psychologie qu'on a. J'avais eu l'occasion d'échanger avant l'entretien avec Wendy. Et chose que je fais rarement dans le cadre de ce podcast, je lui avais demandé de me proposer des thèmes qu'elle voulait aborder. Et parmi ceux-ci, la résilience. Oui, la résilience, c'est un thème qui me plaît beaucoup. L'idée qu'on puisse, au stade individuel et peut-être aussi au stade collectif, pouvoir guérir totalement et se renouveler totalement après des traumatismes vécu, ça me parle énormément. Et donc j'ai comme 2 chansons qui en parlent dans cet album que je viens de sortir, Rivage du monde flottant. Et moi, ça me touchait d'un point de vue personnel assez fort parce que j'ai, pour vous dire la vérité, j'ai une maladie auto-immune assez étrange. C'est un peu comme la maladie de Crohn. Donc c'est une sorte de truc un peu bizarre qui te tombe dessus. Le médecin ne sait pas à quoi c'est lié. Il se demande si c'est génétique, mais il n'y a aucune source fiable. En fait, tu apprends juste que tu as une sorte de maladie dont on te dit que tu n'en guériras jamais et qui va beaucoup t'affecter. Donc ça fait comme des ulcères au ventre, c'était extrêmement mal. J'avais des douleurs vraiment en permanence pendant très très longtemps. Et je remercie cette maladie. Vraiment, parce que je crois que depuis que j'ai découvert ça, donc je pense que c'était autour de mes 24 ans que j'ai ce diagnostic, je commence par faire un gros déni. Me dire ok, non, il n'y a pas de maladie, j'ai rien à en parler à personne ne le savait, tout le monde pensait que j'étais juste intolérante au gluten, comme du coup j'essayais un peu des petites techniques à moi sans médicaments. Et en fait, cette maladie, elle était hyper intéressante parce qu'elle se manifestait à chaque fois que j'avais pas envie d'une situation. Donc notamment tous les boules alimentaires, mais ils se sont effacés grâce à cette maladie, c'est-à-dire que je pouvais plus. Je me suis même pas mise en arrêt, c'est juste qu'à un moment j'étais attends, mais je peux pas faire ça, je peux pas continuer de me fatiguer autant. Visiblement je suis fatigable alors que j'ai quand même une grande énergie aussi pour plein d'autres trucs. Ok, donc ça y est, j'ai envie de faire de la musique, donc ça m'a donné des sortes de besoins d'aller vraiment précisément vers mes rêves, plus droit. Et peu à peu, la maladie s'est grave calmée. Après j'ai vu un gastro-entérologue qui m'a donné un médicament qui m'a fait du bien. Mais voilà, mais il y a quelques temps, je me disais, mais pourquoi je prends quand même un médoc assez lourd qui va tous les jours, qui va au bout d'un moment peut-être affecter mes reins, me créer un peu d'autres trucs. Et j'ai continué de chercher, en fait, sur comment je pouvais être le mieux possible, en fait, le plus aligné dans ma vie, en fait, pour que cette maladie ne s'y retrouve plus. Et ça fait 2 ans que j'ai plus de traitement, que je suis en phase de rémission. J'ai eu des mini-crises, mais qui sont juste, quand j'ai une mini-crise, je fais « Ok, dodo chérie, tu vas te coucher, tu prends soin de toi, tu lis une BD, là tu fais rien, t'arrêtes de bosser, tu coupes l'ordi. » Donc c'est génial, j'ai comme un petit signal qui fait que le lendemain, il n'y a plus rien. Et donc je remercie très fort cette maladie, parce qu'elle m'a vraiment enseigné plein de choses, déjà une résistance aux choses, et puis d'enquêter vraiment sur le sens profond de ce que je faisais, parce que sinon j'avais mal au ventre, j'avais pas le choix, en fait. Voilà, et après, quand tu cherches un peu Boris Cyrulnik, il est assez passionnant sur le thème de la résilience. C'est assez fou. Lui, en plus, il en parle d'un point de vue assez général sur comment tout un peuple aussi peut faire acte de résilience après la Seconde Guerre mondiale. Lui, il a été déporté, si je me trompe pas,
ou fils de déporté, peut-être déporté lui-même, je pense. Donc ça aussi, ça me fascine, c'est-à-dire comment aussi tout un peuple va pouvoir peut-être se guérir d'une situation. Et à l'inverse, tu vas avoir, comment elle s'appelle, celle qui a fait la stratégie du choc. Ça vous dit rien? Naomi Klein, exactement. À l'inverse, tu vas avoir Naomi Klein qui t'explique qu'il y a des gens qui ont bien compris qu'à toute une population, on pouvait infliger un choc qui faisait qu'ils perdaient totalement leur individualité et qui, du coup, pouvaient se mettre à subir une surveillance, subir des emprisonnements, etc., sans plus réagir. Donc ça m'intéresse, en fait, ce qu'on peut faire vivre, ce qu'on peut traverser, nous, en soi, et ce que tout un collectif aussi peut traverser ensemble. En tout cas, voilà, moi, dans Cas Tutu, j'ai vraiment exploré ça. Ce texte, je l'ai écrit pour, justement, pour me guérir un peu. Pour aller, à l'époque, j'étais aussi très insomniaque, je le suis vraiment plus trop. Et c'était un texte pour vraiment me rassurer, moi, me traverser, voir qu'il n'y a rien de tellement grave, en fait. J'ai pas de gros deuil proche à côté de moi, j'ai pas un handicap, je suis pas dans une misère noire. En fait, c'est pas très grave. Les rares choses qui m'arrivent, en fait, ne sont plus très graves. Même si j'ai vécu des choses peut-être plus dures avant, actuellement, c'est plus très grave. Et ça, j'ai envie de le partager, en fait. Qu'on peut s'en sortir de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une maladie? Cette maladie dit mal à ta vie. Cette maladie, qu'est-ce qu'une maladie? Cette maladie dit mal à ta vie. Cette arythmie au cœur, cette allergie aux fleurs, cet œil qui pleure quand tu ris, ce panari canari, ce nénuphar au poumon, cette élégante chalazion, cette maladie de Ménière, ces travaux dans tes artères laissent toutes les mamans te bercer, te dire que tout était parfait, tu n'aurais pas pu avoir fait, c'est pourquoi tu n'étais pas prêt, t'aurais pas pu avoir été, c'est pourquoi tu n'étais pas fait, rappelle-toi bien dans ton passé, les promesses que tu te faisais. Vers quel paradis? Où vas-tu? Demain est ici. Cet enfant là qui te sourit, c'est toi quand tu étais petit. Dans tes bras, la vieille souris qui veillait sur tes insomnies, les doudous et tes désesprits qui guérissent. C'est ta maladie, cette arythmie au cœur, cette allergie aux fleurs, cet œil qui pleure quand tu ris, ce panari canari, ce nénuphar au poumon, cette élégante chalazion, cette maladie de Ménière, ces travaux dans tes artères, il pleut encore dans la chambre où le petit prince maladore, derrière les courtines purpurines, le soleil peine à pénétrer, dehors il baigne de lumière, les haies du jardin labyrinthe, dans lequel joue celle qui plus tard ouvrira les rideaux aveugles. Comme d'habitude, on postera sur Patreon un morceau inédit de cet entretien qui a duré plus longtemps. Vous le savez bien, en général, on parle un bon moment avec nos invités. Mais là, on est déjà pas mal. On est à combien? On a passé l'heure et quart. Et puis, il y a encore la question de 2096. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Wendy, peux-tu nous raconter ton histoire du futur à toi, ton histoire de 2096? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à comment ça pourrait être. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis une optimiste forcenée. Donc ça se finira bien, ok? C'est-à-dire que jusqu'en 2076, la société s'est hyper technologisée.
une certaine distance s'est observée entre les personnes avec une prédominance du virtuel sur le réel. On a commencé à avoir des grandes disparités riches-pauvres, encore plus que maintenant, je veux dire, avec des vraies cités pour riches, barricadées avec des fils barbelés de partout et des grandes milices armées qui vont protéger les super riches contre la majorité précaire. On est un peu comme dans Idiocratie. Est-ce que vous avez vu ce film assez drôle sur un militaire qui est cryogénisé, qui se réveille, je crois, en 3000, et le président est un ancien catcheur, complètement débile. Le QI global a complètement baissé, donc je pense que ça pourrait être le cas aussi. L'éducation est dans une situation, l'enseignement et l'éducation sont dans une situation absolument déplorable. Beaucoup de violence, beaucoup de drogue aussi qui circulent, les gamins qui sont au contact de drogues de plus en plus fortes et violentes. Une prédominance aussi de tout ce qui est la société du divertissement, donc les superstars avec des hologrammes de partout qui montrent les dernières stars du moment, des séries complètement addictives où on passe notre vie à se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre. L'écologie aussi qui va mal, il fait beaucoup plus chaud, il y a des vapeurs toxiques un peu partout, les rivières sont bien polluées. Sauf que en 2076, donc, revenons à cette date, il y a un gros changement qui fait qu'il y a plus plusieurs ressources qui étaient essentielles pour créer tout ça, toute cette ultra-technologie. On n'a plus toutes les ressources pour fabriquer les smartphones, donc on ne peut plus en fabriquer. Tout simplement, la production s'arrête. Le pétrole est dans une sale impasse, donc en fait, les voitures ne peuvent plus continuer à fonctionner, à rouler. Et progressivement, dans les villages, il y a une bande d'irréductibles humains qui reprend des maisons abandonnées et qui décide d'y faire société. Donc au début, c'est très difficile parce qu'ils doivent réapprendre à peut-être travailler un peu la terre, à vivre dans d'autres cadres et à faire des résistances à tout le système dans lequel ils avaient vécu jusque-là. C'est-à-dire l'éducation va complètement changer. Donc il y a certaines personnes qui se disent « Ok, moi j'adore transmettre, c'est moi qui vais faire cours de ci, de ça. Je vais décider quel cours je donne chacun. » Donc il y en a un qui va donner des cours de guitare, l'autre qui va apprendre 2-3 petites notions de mathématiques, mais pas trop, des cours de philo, les gamins pourront choisir. Et à partir de là, commence à se bâtir donc une société en marge de cette Babylone décadente là, qui a un peu fondu là-haut et dont on n'a plus trop de nouvelles, mais il y a des grosses guerres visiblement qui continuent de s'y jouer. Et voilà, il y a toute une sorte de pas de côté qui est fait par beaucoup de gens dans ces villages. Et là, j'aimerais faire une référence à un bouquin que j'ai pas fini, je sais pas pourquoi, est-ce que j'en lisais 2 à ce moment-là, mais qui s'appelle Hill d'Huxley. Donc c'est une utopie qu'il a écrite et qui est assez dingue. Et sur cette île, en fait, il y a que des gens qui peuvent vivre vraiment comme ils l'entendent. De partout, il y a des perroquets qui répètent sans cesse « ici et maintenant » pour nous rappeler d'être là. Les gamins méditent, font des rites initiatiques avec des plantes pour découvrir qui ils sont, pour trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils peuvent choisir, ça m'intéresse aussi, leur famille. C'est-à-dire que ce serait un peuple où, si t'as plus de rapport avec ton père ou machin, tu vas trouver une autre figure paternelle si t'as besoin de ça, ou un autre ancien dont tu vas t'occuper. Donc, intergénérationnalité. Les anciens embarqués avec nous, claquent dans la caravane, ils sont sur des maisons de plein pied et tout, bien tranquille. Ils ont fait des colloques de vieux. Parce que moi, c'est ça que j'aimerais quand je serais vieille, ce serait faire des colloques de vieux où on soit avec les copains et qu'on reçoive les petits-enfants au même moment et qu'on se régale bien de les voir, qu'on fasse des trucs marrants surtout, qu'on continue de vivre. Donc voilà, plein de groupes comme ça, petits villages d'anciens, à côté d'endroits de crèches, de sortes d'écoles alternatives qui sont créées. Mode aussi de troc énorme. Tout est fondé sur l'échange. Donc le musicien va échanger avec celui qui fait le lait de chèvre il y en a qui vont créer des vêtements, on va retaper tout ce qu'on peut. Et puis surtout, on va arrêter. Et là, je me réfère à un autre
un autre film, un film pour le coup que j'adore, c'est l'an 01, où tout le monde décide d'arrêter, de dire ok, on arrête de bosser, mais on arrête, on va juste vivre, ok, on se donne rendez-vous à 15h, et voilà, et ils se font des rendez-vous comme ça de temps en temps pour juste s'arrêter, discuter, échanger, parler. Donc tout ça est extrêmement précaire, hein. Macron dirait qu'on est revenu chez les Amish, qu'est-ce qu'il avait dit pour la décroissance, ça peut faire peur à beaucoup. Mais dans l'idée, voilà, finalement, c'est un peuple décroissant, où on fait de la musique pour faire de la musique, à qui ça plaît, on la partage à qui on veut. Plus de technologie, ou juste qui nous aide à créer des choses, vraiment au service de la création et de l'art. Qu'est-ce que j'oublie ? Et bon, progressivement, on va dire que les gros méchants, en fait, ils avaient des puces sous la peau qui leur permettaient, là je me réfère à plein de trucs les gars en fait, je fais une énorme synthèse. J'ai lu un truc d'Enki Bilal là récemment où ça parle de puces sous la peau qui nous aident à restaurer le cœur, à pas vieillir, tout ça, une idée de transhumanisme un peu bionique, avec vraiment des capteurs, etc. Et ben comme ces matériaux-là n'existent plus, Enki Bilal l'a dessiné très très bien, et ben ces gars-là qui tenaient, qui avaient 200, qui avaient 160 ans et qui étaient encore au gouvernement, ils sont morts, malheureusement. Donc c'est la jeunesse de jeunes écolos radicaux qui sont au pouvoir et qui décident de tout nettoyer, qui sont associés à des scientifiques géniaux, qui ont décidé de tout cleaner les océans. Non mais je vois passer des trucs qui sont assez cool, qui fait envie. Il y a un mec qui a trouvé le moyen de nettoyer là, des mégots de clopes pour en faire des doudounes. Et je le salue, vraiment, je dis bravo. Je fume pourtant. Donc voilà, les jeunes Greta Thunberg au gouvernement, j'en sais rien. Et s'allient avec les grands scientifiques pour pouvoir nettoyer les fonds marins. Ils passent des trucs pour enlever toutes les microparticules de plastique. Voilà. Et à la fin, on franchit en 2096, après on franchit une sorte de brèche spatio-temporelle, un trou de verre incroyable qui nous emmène vers cette planète-là, mais en non abîmée. J'improvise totalement. Et on y est bien. Merci Wendy, je trouve cet entretien particulièrement chouette, intéressant. J'ai découvert une artiste ouverte sur le monde, sur la connaissance, sur les autres, sur la philo, sur la politique, sur l'avenir, capable d'évoquer de nombreux sujets, pas forcément en lien avec la musique, et c'est pas toujours le cas. Une artiste pas auto-centrée, parce que ça, c'est souvent le cas. Alors voilà, très heureux de vous proposer cette interview. J'espère qu'elle saura vous inviter à aller découvrir l'album de Wendy Martinez, Rivage du monde flottant, disponible donc sur toutes les plateformes. Je vous propose que nous nous quittions d'ailleurs avec un autre extrait de ce disque. Cet extrait s'intitule Le pays imaginaire, et pour l'heure, je vais vous laisser. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Évidemment, ça nous aide beaucoup. On y diffuse donc, vous le savez, du contenu inédit, et bien sûr, ce qui nous aide aussi, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez également nous rejoindre. On se retrouve donc très vite. D'ici là, respire. Reste conscient et surtout n'oublie jamais que tu vas mourir. Ils ont franchi la frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Des forêts de conifères, border les premières sphères, tout arriver lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers, des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, ils l'avaient enfin trouvé, le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé, le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières,
ils ne reviendront jamais, jamais. Flottait sous l'atmosphère de grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux sari ocre incendiaires défilaient tête nue et fières près d'androgynes centenaires. Oh, 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 4e millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre. Il n'y avait plus de mots pour guerre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais.